et qui sont alignées les unes à côté des autres. Lorsqu'on fait l'enrastillate, on choisit des pierres qui vont s'imbriquer. On les plante, il y a toujours du jeu au départ. Mais quand la pluie vient à tomber, s'il pleut granate comme on dit, elles vont se resserrer les unes aux autres et l'eau va glisser dessus. Et elle ne va pas sauter dans la vigne. On peut le voir là-haut. Donc là, on a une architecture complète. Les murettes, la gouille, le peugaille, la rastillate, l'empadrate. Voilà absolument tout ce qu'il faut pour lutter contre l'érosion. Oui. Pour empêcher, lorsqu'il pleut, que la pluie n'emporte toute la terre. Donc si vous remarquez bien, toutes les murettes, elles sont légèrement en pente inclinée. Et donc elles viennent se canaliser autour des agouilles. Ce qui évite à l'eau de descendre le long des fèches. C'est comme ça que ça s'appelle. Tout ça c'est une fèche. Ici vous avez une fèche, ici vous avez une fèche. Et donc ça évite à l'eau de raviner le sol. Le schiste, c'est de l'argile qui a été compressée sous des profondeurs de terre très profondes. Hein. On est proche du magma, hein. Donc il fait une chaleur terrible. On est quasiment avec de la roche en fusion. Et donc cette argile va être comprimée, compressée, et elle va se solidifier. Et vous pouvez voir qu'elle va donner donc ces formes un peu spéciales, et elle va donc se stratifier. C'est ce qui fait que cette pierre, elle est facile à travailler. Donc, on va travailler, on va construire la murette. D'abord, on va chercher ce qu'on appelle le coup-sol, c'est-à-dire la peigne. C'est-à-dire que d'abord, on va creuser le sol s'il y en a, jusqu'à atteindre la roche, la peigne, pour avoir un sol dur, solide. Ensuite, on va donc aligner les pierres de coup-sol. Ce sont des pierres qui sont plutôt grossières, qui n'ont pas vraiment une jolie face, mais on s'en fout un peu, parce que selon où on va se situer, on ne les verra même pas, elles vont être ensevelies. Et puis par-dessus, on va monter les yoses. Et derrière les yoses, on va ajouter ce qu'on appelle le raplum. Le raplum, c'est du remblai, c'est des cailloux, à peu près comme ça, plus ou moins gros. Hein. Et donc on va caler les pierres derrière. C'est les pierres de raplum qui vont assurer la solidité du mur. D'ailleurs, je vous ai fait un croquis là. Vous voyez, et ensuite, il n'y a pas d'agouille. Voilà, il n'y a pas d'agouille comme là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Il y a trois options. Parce que l'eau circule. Ça, c'est une bonne idée. L'eau circule. Le vigneron s'est dit, oh, j'ai pas la patience de creuser une agouille, ça prend du temps. Nous avons donc ici la baraque. Je vous ai dit que je vous expliquerai la différence entre une casotte et une baraque. La baraque, elle est toujours en pierre. Toujours. Là-bas en face, vous avez une casotte rose. Ah, Oui, là-bas, Qui est en béton, oui, en béton, ciment, oui. en bois. Oui. Ça, c'est un casotte. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est une baraque. La baraque, à quoi est-ce qu'elle sert? les outils, non? Pour ranger, non? Oh non, vous les volerez là. Il n'y a pas de porte. Pour dormir, Un abri. un abri pour dormir, quand Pour il y a dormir. du vent, quand il pleut. Un abri pour dormir, effectivement. Alors pourquoi? Parce que le premier véhicule à usage agricole qui est arrivé chez nous, c'est en 1935. Mais des vignes, il y en avait bien avant. Et les vignerons venaient parfois de loin. Celui qui habite au Puy-d'Almas, qui a sa vigne ici, bon, il est tranquille. Mais celui qui habite au Cap-d'Oune, à l'autre bout de la ville, quand la nuit tombe en hiver, qu'il n'a pas fini son travail, et qu'il doit revenir au petit matin, il lui faut des heures pour rentrer chez lui, sur 3 pieds. Donc il ne rentre pas chez lui, il passe la nuit là-dedans. Et si vous venez regarder à l'intérieur, voilà, si on enlève ces saletés, si vous venez regarder à l'intérieur, vous vous apercevez qu'on a volontairement taillé la roche, non pas pour faire une banquette, mais pour faire une assise. On dort assis. Il n'y a pas la place de s'allonger là-dedans. On dort assis. Donc, les murs sont épais, ils font un bon 50-60 cm d'épaisseur. C'est la même construction qu'une murette de vigne, sauf que c'est une murette à double face. Il est de forme tronconique, hein. Donc il est rond, et il monte en ogive. Pouvoir faire la jonction au niveau du toit, ne me demandez pas comment elle est faite, je ne l'ai jamais su. Il y en a qui savent les faire, moi je ne sais pas. Et souvent, on confond les baraques avec, je le cherche du regard, là où vous en avez un, au pied du grand pin. Ah, oui, Ça n'est pas une baraque, c'est un baloir. oui. Le baloir, c'est une réserve de pierre. Vous le voyez là? Juste Oui, oui, oui. dans la diagonale, là, au-dessus de nous. En 1890, entre 1890 et 1892, il y a eu une vague de phylloxéra. C'est un petit puceron qui s'attaquait aux racines de la vigne.
On a tout essayé, les pesticides, l'arrachage, rien n'a été suffisamment probant pour pouvoir se débarrasser de cet insecte. Et puis, il y a quelqu'un d'observateur qui a vu qu'aux États-Unis, le phylloxéra ne s'attaquait qu'aux sarments. Et pas aux racines. Et chez nous, il s'attaque aux racines et pas aux sarments. Donc il a eu l'idée, cet homme-là, de couper un pied de vigne, de lui enlever les sarments, de déraciner le pied, de le transposer sur notre sol à nous, et d'y greffer nos sarments à nous. Et donc, on se retrouve avec un point de jonction, un point de greffe. Et à ce point de greffe, on a des racines qui commencent à venir pousser. Ces racines, elles représentent deux dangers. Le premier, c'est le phylloxéra, parce qu'on ne sait pas si ça vient du greffon ou du porte-greffe. Si ça vient du porte-greffe, ça va. Mais non, ça ne va pas. Si ça vient à la surface du sol, ça ne va pas. Si ça vient du greffon, ça ne va pas non plus. Parce que si ça fait des racines, c'est sensible au phylloxéra. Donc, on va tout simplement déchausser le pied, couper ses racines. Ça, c'est le premier des dangers qu'il faut éviter, le phylloxéra. Le deuxième danger, c'est tout simplement que ces racines, si elles se répandent à la surface, quand il va pleuvoir, elles vont pomper l'eau de pluie. Et la racine principale, celle qui descend à des 10, 15, des fois 40 mètres de profondeur, ben, elle ne trouvera plus d'eau, donc elle va se dessécher. Et à la première sécheresse, quand on va manquer d'eau pendant 5-6 mois, ben, le pied il meurt. Donc on déchausse le pied et on lui coupe les racines de surface. Ça, c'est un premier travail que l'on fait avec le kabak ou avec le shadik. Le shadik, c'est cet outil-là. Voilà. Et là, vous avez la mourgounère. La mourgounère, c'est une espèce de grosse pioche qui sert à creuser les fondations des murettes. Voilà. Comme ça, on a fait le tour de tous les outils. Le shadik, alors, c'est pourquoi exactement? Alors, le shadik, c'est ce qui remplace, qui fait très bien le travail du kabak. Le kabak, c'est un outil qui est né ici. Mais le shadik, lui, c'est un outil qui s'est généralisé dans tout le Roussillon. Le chroniqueur et l'animateur radio Gérard Jacquet avait dit « Le shadik est au vigneron ce que le sceptre est au roi ». Chacun a le sien personnalisé à sa taille. Mon grand-père m'avait fait, moi j'ai la malchance d'avoir un handicap à une jambe, et j'ai marché longtemps avec une canne. Et comme à la vigne c'était difficile d'avoir la canne et l'outil, mon grand-père m'avait fait un shadik à la bonne dimension pour que je puisse m'appuyer dessus. Voilà. Donc, on emploie le kabak pour désarraler. Alors c'est un travail qui va se faire surtout l'hiver. Hein. L'hiver, c'est propice à ce genre de choses. On le fait en décembre. Ensuite, on va ce qu'on appelle kaba. On va faire des trous. C'est-à-dire qu'on va déchausser le pied et on va faire une butte entre les pieds de vigne. Ça sert tout simplement à aérer un peu le pied. Ça va surtout, c'est surtout quand on enlève les racines de surface, ça va surtout dégager le pied. Ça va nous permettre aussi d'avoir une réserve de terre fraîche quand il va falloir réenterrer le pied pour lui donner de l'humidité. Justement, cette action de remettre la terre en place au mois de mai, c'est Majenka, ça vient dans le mes de match, mois de mai, parce que ça se fait en mai quand il commence à faire chaud et sec. Donc on remet cette terre fraîche, humide, sur le pied de vigne, ça va lui apporter la fraîcheur, ça va lui éviter de se disséquer. Dessicquer, pardon. Majenka, mois de match. Et puis c'est aussi l'action de retourner à la terre, Majenka. Voilà. Et puis donc il y a le greffage qui lui se fait après la période de taille, donc ça j'ai pas besoin d'y revenir dessus, on l'a déjà vu. Maintenant, je vais vous parler de 2-3 petites choses que les vignerons faisaient. Et là Martine se pose une question depuis un moment déjà, qu'est-ce qui lui dépasse de la poche? Ça, c'est le meilleur ami du vigneron bagnoulin. Ganibet. Canibet? Non. Ah non, Le briquet Amadou. le briquet. Tous les vignerons de Bagnoul fumaient les cigarettes roulées. Pourquoi des roulées? Mais tout simplement, vous avez vu, hein, c'est difficile de travailler dans les coteaux. Déjà la terre elle est basse, et en plus un coteau, on glisse, on se casse la figure, c'est difficile. Donc, sans en avoir l'air, le fait de fumer, on fait une pause. Parce qu'on est dans un pays de tramontane, il faut sortir le papier à cigarette, les feuilles toutes légères, que le vent emporte. On ne peut pas y courir derrière, donc il faut en sortir une autre, et puis trouver le bon angle pour que le vent ne vienne pas la faucher. C'est tout un travail d'ingénierie, ça. Hein. Ensuite, on sort la blague à tabac, on cale sous le droit, on répare le tabac, que le vent emporte à son tour. Donc on rebelote, hein, tout le travail d'ingénierie pour trouver le bon angle, on remet le tabac sur le papier, on roule. Alors là, il faut avoir du doté pour rouler la cigarette. On n'y arrive jamais du premier coup, il faut au moins 3 essais. Et quand la cigarette est enfin terminée, qu'on la porte au bec, il faut allumer la cigarette. Vous avez essayé d'allumer?
pouvez y passer des heures. Et Roger Rouille vous dirait, souvent les vignerons n'y mettaient pas de pierre. Comme ça, ils pouvaient passer des heures à faire la pause. Pendant ce temps, on a le dos droit, on se repose les vertèbres, on n'a plus mal au dos. Du bas vers le haut. Ça se vérifie également sur celle-ci, hein, la vigne. On en a du bas vers le haut. Et Allez. Donc nous sommes ici devant un lieu historique, mais un symbole également. 1875, le chemin de fer arrive à Banyuls, en direction de Cerbère. À l'origine, il n'est pas censé passer par là. Le chemin de fer, il doit passer par le Perthus. Il faut des financements. Question de faire un réseau dans toute la France et de se rallier aux pays limitrophes. Donc, l'Espagne fait partie. Et c'est un projet coûteux. Il faut de l'argent, il faut des investisseurs. Donc, on va se rapprocher du baron de Rothschild et de deux banquiers, les frères Pereira, qui sont aussi armateurs. Ils ont une ligne qui part de Toulon et qui va jusqu'à Oran et Alger. Et Tanger, pardon, non, Alger. Et donc les frères Pereira disent, d'accord, nous on veut bien financer le chemin de fer, mais il y a une condition. On veut que notre ligne de paquebot puisse passer par Port-Vendre pour ramasser davantage de passagers. Et en plus, Toulon, Port-Vendre, quand on repart vers le Maroc, en ligne droite, on a les Baléares. Donc encore une escale, encore des passagers. Donc il faut que le train passe par Port-Vendre. Donc, le train passe par Rennes, Argelès, Collioure, Port-Vendre. Mais après, pour le faire passer au col de Panissard, faire passer au Perthus, comment on le fait? Parce que de Banyuls au Perthus, il y a les crêtes. Alors on étudie des tunnels, des viaducs, mais ça coûte cher, c'est compliqué à réaliser. Alors les ingénieurs vont dire, soyons pas bêtes, on continue l'axe littoral et tant pis, on aboutira à Port-Bou au lieu de passer par le Perthus. Et c'est comme ça que le chemin de fer arrive ici. Et à cette époque-là, le vin de la Côte-Vermeille ne se vend que intramuros. Et j'ai envie de dire, chaque vigneron produit dans sa cave et vend dans son quartier, et pas au-delà. Alors il y a un transitaire cerbérien, Dominique Mitcheville, qui deviendra le premier maire de Cerbère lorsque la ville deviendra autonome, qui a une idée. Il achète un vieux châssis de wagon et deux foudres dans une cave. Il les remplit de vin et il les fait partir par le chemin de fer à Paris. Parce que lorsqu'on fait partir le vin à Paris en charrette, avec les tramoulins de la route, le vin il tourne. Puis on peut l'améliorer avec du miel, des plantes, des aromates, tout ce qu'on veut, ça reste du vin tourné, hein, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Donc si le vin arrive en bon état, consommable, en région parisienne, on fait des trains entiers. Et ça marche. Et ce sont des trains entiers de wagons foudre qui partent en direction de la région parisienne, qui transitent par Rivesaltes, qui va devenir une ville de transit vinicole. Et là, il y a des personnages qui vont se distinguer dans notre histoire. Il y a d'abord l'abbé Rousse. L'abbé Rousse qui est un homme d'affaires avant d'être un prêtre. Hein. Il arrive à Banyuls, il pose ses valises à l'église de la rectorie et il se dit, mon Dieu que cette chapelle est petite pour le nombre de paroissiens. Il faut l'agrandir. Donc il va voir dans le trône de l'église et il s'aperçoit qu'un digne peuple de pêcheurs, les Bagnolins ont des oursins dans les fouilles puisque le tronc est vide. Alors il va, comme c'est un homme d'affaires et qu'il a de la finance, il va acheter un terrain, il va faire construire sa cave et il va vinifier et vendre le vin aux ecclésiastes, au clergé. Il le vend comme vin de messe. Et Banyuls est réputé pour le vin de messe. Et il se fait les bijoux sacrés en or. Et il va faire construire une église aux proportions d'une cathédrale à Banyuls. Malheureusement, c'est un sol marécageux, la partie basse de Banyuls. Et l'architecte fait une erreur monumentale. D'ailleurs, c'est un monument qu'il construit. Il fait un clocher avant de faire le deuxième. Et donc, il y a un poids qui s'exerce d'un côté, et l'église est déstabilisée. Il ne pourra pas monter le second clocher, parce qu'il n'a plus l'aplomb. Et en 1924, le clocher tombe. C'est un dimanche de mariage, les portes s'ouvrent, le cortège sort, prend à droite, le clocher aussi, il sort à gauche. Et il faut démolir la façade principale. Un peu plus tard, on va construire un clocher en béton armé, plus bas, plus trapu, plus moche aussi. Et on va garder la façade secondaire. Et finalement, dans les années 50, il faut étêter le clocher moderne. Et finalement, en 68-69, l'église s'ouvre en deux, comme un livre à la page 100. On est obligé de la démolir et construire cette espèce de hangar amélioré qui nous sert d'église à l'heure actuelle, mais qui répond aux normes du sol.
et qui est un pensée sur pilotis, bon, enfin, elle est quand même bien réalisée. Et la Pérouse, qui a fait suffisamment d'argent et qui doit être victime aussi des colibés, et surtout qui se fait remonter les bretelles par l'évêché, parce qu'il gagne beaucoup trop d'argent. C'est un ecclésiaste, l'église est pauvre, par définition. Donc il va vendre la cave à un pharmacien de Collioure, Paul Olibé. Et Paul Olibé, il a l'idée de vendre le vin comme fortifiant, tonifiant dans les hôpitaux. D'ailleurs, en 1914, le vin de Banyuls servira à soigner les blessés de la Grande Guerre sur des paquebots aménagés en hôpital à Port-Vendres. Et puis à cette époque-là, on est aux alentours de 1880-1890, on a un député qui s'appelle Edmond Bartisol. Alors on le connaît parce qu'il a laissé son nom à un apéritif, mais ce qu'on sait moins de lui, du moins quand on n'a pas étudié l'histoire dans ces petites lignes, c'est que c'est un ingénieur, Edmond Bartisol. C'est notamment lui qui a travaillé sur le projet de Ferdinand de Lesseps, le canal de Panama, qui, entre parenthèses, a été réalisé avec la dynamite que l'on fabriquait à Polilly. Edmond Bartisol, c'est notre député. Il a forcément transité par Banyuls, on lui a forcément offert un canon ou deux, il s'est dit, le vin ici, il est bon, mais une fois encore, il ne se vend qu'intramuros. Certes, il part en région parisienne, mais c'est quand même le petit gars dans le coin, dans sa cave, là, qui fait du vin avec un vieux pressoir, qui vinifie dans des vieux tonneaux. Il n'y a pas vraiment de cave, on va dire, normalisée, moderne. Alors il va instiller une idée de créer une cave grande, où tous les vignerons porteront leur récolte, où on vinifiera dans des conditions modernes et optimales, où on conservera le vin dans des conditions modernes et optimales, et quand on va vendre le vin, tous les vignerons pourront toucher de leur argent en fonction du raisin qu'ils auront apporté, la quantité de raisin qu'ils auront apporté. Et c'est comme ça qu'en 1905, à Banyuls, on va créer la première cave coopérative de France, qu'on va baptiser Bartisol, en hommage à celui qui a instillé cette idée. C'est pour ça que je vous parle d'un lieu d'histoire, mais un symbole. Première cave coopérative de France. C'est l'idée de rassembler les vignerons entre eux. C'est un symbole. Donc on a fait le tour de notre histoire, on a vu comment la vigne est arrivée chez nous, on a vu comment on l'a travaillée à travers les siècles, on a vu comment s'est développée la première cave coopérative, première appellation d'origine contrôlée, Banyuls, Chablis, Châteauneuf-du-Pape, 1936, ce sont les 3 premières de France. Banyuls en fait partie, peut-être grâce à cette cave, et grâce au chemin de fer qui a pu amener le vin dans d'autres régions de France et qui a fait la renommée de nos vins et de notre terroir. Donc on a bouclé la boucle, on est parti de son histoire, on est arrivé jusqu'à l'époque moderne, on a vu tous les travaux. Cette balade est à présent terminée. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je suis disposé à y répondre. J'espère que vous avez aimé suivre cette petite escapade autant que j'ai aimé l'animer pour vous.